Our universe is filled with mystery. What will we discover when we explore new ideas in science? Have you ever explored the space inside of yourself? Le désert du Karoo, en Afrique du Sud. Ken Cullers est en quête d'un emplacement pour un radiotélescope géant. But de l'opération, détecter des formes de vie intelligentes dans l'espace. La recherche d'intelligence extraterrestre consiste à essayer de capter des signaux provenant de planètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Des signaux aux caractéristiques récurrentes, comme ceux émis par la radio ou la télévision. S'il existe une vie extraterrestre, nous la détecterons, et cela révolutionnera notre compréhension de l'univers. Il existe peut-être une autre forme de création ailleurs. Il y a forcément d'autres vies intelligentes. L'univers est si grand. Nous sommes un simple élément d'un vaste système solaire. Il doit y en avoir d'autres. Je n'ose même pas y penser. S'ils arrivaient avec leur technologie futuriste et détruisaient tout sur leur passage, Ce serait incroyable d'apprendre que nous sommes seuls dans l'univers, le fruit d'un hasard de la nature. Le soleil se lève à peine sur la Sierra Nevada, mais Rick Forster est déjà prêt à partir. Aujourd'hui, le chercheur réceptionne un nouvel équipement, une antenne parabolique de 6 mètres de diamètre. Amuse-toi bien. Merci, à tout à l'heure. Ici, dans le nord de la Californie, on est loin de l'agitation des villes et des couloirs aériens. Jour après jour, Rick Forster monte à bord de son vieux pick-up pour rejoindre son lieu de travail, un site qui scrute l'espace à la recherche de sons envoyés par des extraterrestres. Astronome, Rick appartient à une petite élite de scientifiques spécialisés dans un domaine de recherche fondamentale hors du commun. On l'appelle SETI, abréviation anglaise de recherche d'une intelligence extraterrestre. Ce que nous tentons de capter, ce sont des ondes radio émises dans notre direction. Nous partons donc du principe qu'il existe une civilisation évoluée disposant d'une technologie suffisamment avancée pour produire un tel signal. Et nous supposons de surcroît qu'elle essaye activement de nous contacter. Cette démarche s'appuie sur le rayonnement de l'univers, ce bruit de fond omniprésent. Capté par les antennes, il ressemble à des ondes radio qui n'auraient pas d'émetteurs connus. Rick traque les signaux qui se détachent de ce bruit. Et il vient d'en repérer un. Dès que les ordinateurs enregistrent un signal suffisamment complexe pour provenir d'une civilisation hautement évoluée, ils sonnent l'alarme. C'est le principe du programme SETI. Voilà, c'est le genre de signal que les algorithmes SETI distinguent du bruit ambiant. Dans le cas présent, tous ces points se situent nettement au-dessus de la courbe représentant la force habituelle du signal. C'est très proche de ce que l'on recherche.
Malheureusement, ce signal ne peut pas être retenu. Les fréquences se situent dans une plage qui est très sollicitée par les satellites terrestres. Ceci n'est pas un message venu d'une civilisation extraterrestre. Mais alors, où se cachent les extraterrestres? Existent-ils vraiment? Pour les membres de SETI, les antennes existantes sont tout simplement trop faibles pour les repérer. Ainsi, Rick Foster et ses collègues ont besoin d'un équipement performant. Ils sont en train de fabriquer l'oreille la plus sensible de tous les temps, l'Allen Telescope Array. Là où ils ne disposaient auparavant que d'une seule antenne, ils en auront bientôt plusieurs centaines. Après des années de travaux ponctués seulement de fausses alertes, SETI a maintenant besoin de résultats. Voilà à quoi ressemblera le site selon le projet des chercheurs. Un parc de 350 antennes, toutes reliées entre elles. À partir des signaux captés, un ordinateur surpuissant calculera un flot de données qui seront ensuite analysées par les chercheurs. Rien ou presque ne leur échappera. Nos voisins de l'univers, même les plus éloignés, seront tous mis sur écoute. À ce jour, on n'a jamais détecté de signaux relevant d'une intelligence extraterrestre. Mais SETI n'a jamais disposé d'un instrument entièrement dédié à cette recherche 24 heures sur 24. Ce radiotélescope nous offre cette possibilité. Il fonctionnera jour et nuit. Et dans 5 ou 10 ans, nous pourrons peut-être répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Une perspective qui requiert beaucoup d'imagination. Les scientifiques jugent pourtant vraisemblable l'existence d'une vie intelligente dans les tréfonds de l'univers. Notre système solaire n'est qu'un minuscule point aux confins de la Voie lactée, perdu parmi des milliards d'autres. Comment savoir si un autre de ces points est ou non habité ? La Voie lactée elle-même n'est qu'une galaxie parmi des milliards, ce qui laisse de la place pour ses hypothétiques voisins cosmiques. Dès 1960, cette réflexion a poussé un professeur d'astronomie à se lancer à leur recherche. Je m'appelle Frank Drake. J'ai mené les premières recherches scientifiques pour démontrer l'existence d'une vie intelligente extraterrestre. Aujourd'hui, dans la communauté des astronomes, cet homme est une légende. Car dans les années 60, la recherche des extraterrestres relevait plutôt des romans de gare. Mais Frank Drake y a vu une occasion d'élargir notre horizon et a entrepris les premiers essais pour entrer en contact avec les étoiles. Nos recherches étaient centrées sur les 2 étoiles les plus proches de la Terre. Pendant 2 mois, nous avons exploré la fréquence de l'atome d'hydrogène à l'aide d'un récepteur radio à un seul canal. Nous n'avons décelé aucun signal. Malgré cet échec, Frank Drake donne naissance à une nouvelle discipline scientifique et fait des émules dans le monde entier. En 1977, dans l'Ohio, un signal anormal est capté, une combinaison de chiffres mystérieuse. Stupéfait, l'astronome Jerry Iman inscrit dans la marge de la liste de chiffres « Wow ». Mais au bout de 72 secondes, le signal disparaît. Toute l'équipe de l'observatoire tente fiévreusement de le retrouver, sans succès. Aujourd'hui encore, on ignore la nature exacte de ce qu'on appelle le signal « Wow ». Message venu des étoiles ou simple interférence? On imagine mal la puissance de ces antennes paraboliques. J'ai beau chuchoter, vous m'entendez à 20 mètres, comme si je vous parlais au creux de l'oreille. Un micro placé à 20 mètres ne permettrait pas de distinguer si je parle dans l'antenne ou directement dans le micro. Voilà comment fonctionne la recherche d'une intelligence extraterrestre.
The search for extraterrestrial intelligence at radio astronomy meet the following equations. F=x F end of document. 1. Les chercheurs intéressés par SETI forment un groupe très fermé et assez discret, composé de spécialistes internationaux ayant des parcours et des profils éclectiques impossibles à cataloguer. Je m'appelle Kent Cullers. Je suis physicien et je travaille depuis de longues années dans la recherche d'intelligence extraterrestre. Je suis aujourd'hui consultant pour la NASA et l'Union astronomique internationale. Kent Cullers est l'un des spécialistes internationaux les plus courtisés dans la recherche SETI. Privé de la vue depuis l'enfance, il a compensé ce handicap par son talent et un travail acharné. Son domaine de prédilection, les algorithmes, ces formules mathématiques qui permettent de donner un sens au chaos de l'univers. J'ai mis au point des méthodes pour détecter les ondes porteuses, les signaux de type télévision ou radar, les impulsions, les clics. Ensuite, j'utilise un ordinateur pour simplifier ces processus. Ça permet de faire le travail 100 fois plus rapidement qu'auparavant. Ça ne veut pas dire que les ondes sont faciles à détecter. Elles peuvent être trop faibles ou très complexes. Nous avançons à grands pas. Dans 50 ans, nous ne fouillerons plus quelques centaines d'étoiles, mais la galaxie tout entière. En tant que physicien aveugle, je passe beaucoup de temps à essayer de visualiser les choses. Si je ne me fais pas une image d'une situation, je ne peux pas savoir si les réponses fournies par mes équations sont adaptées. En physique, nous essayons d'accroître la portée de nos sens, d'étudier l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je cherche un signal qui soit compréhensible, mais qui se trouve très loin de nous. Pour moi, c'est une autre façon de communiquer avec le monde extérieur. Au quotidien, Kent est dépendant. De son ordinateur à synthèse vocale, tout d'abord, qui lui permet de taper des formules mathématiques en braille, et de sa montre au verre amovible. Si son expertise est si demandée, c'est peut-être parce qu'il sait inventer jour après jour de nouvelles façons de déchiffrer un monde qu'il ne voit pas. À Johannesburg, un télescope d'envergure est en projet. Le Square Kilometer Array, le SKA, permettra de scruter les limites de l'univers. Kent va assister à l'une des premières réunions. Ce télescope est optimisé pour la découverte de l'inconnu. C'est notre plus grand atout. Ce que nous connaissons déjà ne nous intéresse pas. Nous voulons découvrir les zones dont on ne sait rien. Le SKA sera bien plus rapide que tous les modèles antérieurs. Il couvrira la gamme de fréquences correspondant aux signaux extraterrestres potentiels. Ces signaux seront très faibles. Il faut optimiser l'installation afin de pouvoir les mesurer. On peut peut-être développer un nouvel algorithme qui traitera les données radioastronomiques d'une façon raisonnée et qui recherchera certains signaux particuliers, d'origine non naturelle. L'exploration menée par le SKA sera sans précédent. 4500 antennes radio formeront une spirale gigantesque qui s'étendra sur plusieurs pays. 17 États ont uni leurs forces pour débloquer les fonds nécessaires à sa construction. Pas moins d'1,5 milliard d'euros apportés pour l'essentiel par l'Union européenne. De nombreux pays ont posé leur candidature pour accueillir ce télescope géant.
Aujourd'hui, seuls l'Afrique du Sud et l'Australie sont encore en lice. Ces deux pays disposent de grandes étendues désertiques qui offrent suffisamment d'espace pour installer les stations d'écoute. Le Square Kilometre Array sera immense, en comparaison avec tous les autres radiotélescopes. Il sera idéal pour l'astronomie. Les astronomes sont quasi unanimes. Il existe d'innombrables planètes comparables à la Terre. Et sur l'une d'entre elles, il doit y avoir une vie intelligente. Au Moyen-Âge, la question se teinte de querelles théologiques. Pour l'italien Giordano Bruno, la Terre est une planète parmi d'autres, également peuplée d'êtres intelligents. Cette pensée met en émoi les gardiens de la foi de l'Église catholique. Il faut dire qu'au XVIe siècle, ces idées révolutionnaires sur la nature de notre monde sont très mal vues au Vatican. Quiconque ose s'écarter des thèses officielles de l'Église risque des sanctions très graves. Mais malgré la pression de l'Inquisition, Giordano Bruno refuse de renier ses positions. En 1600, il est brûlé vif en public sur le Campo dei Fiori à Rome. Aujourd'hui encore, il est considéré dans le monde entier comme un martyr de la science. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le Conseil pontifical pour la culture a déclaré injuste son exécution. Mais aucune réhabilitation n'a eu lieu à ce jour. Giordano Bruno a écrit qu'il existait peut-être de nombreux autres univers. Or, il a fini sur le bûcher. Les gens ont tendance à en conclure hâtivement qu'il y a un lien de cause à effet. Mais en réalité, l'Église a toujours soutenu l'idée d'une pluralité d'univers. Thomas d'Aquin en parle. Et l'évêque de Paris écrit en 1277 que nier la possibilité que Dieu pourrait créer d'autres univers reviendrait à nier son omnipotence. Ça ne veut pas dire que la mise à mort de Giordano Bruno n'avait rien à voir avec la science. C'était un homme étrange, un peu fou, qui avait des idées farfelues sur la théologie. Castel Gandolfo, la résidence d'été du pape. Depuis l'époque de Giordano Bruno, les choses ont bien changé au Vatican. Aujourd'hui, le Saint-Siège emploie une douzaine d'astronomes qui étudient l'espace pour le compte de l'Église. Parmi eux, le frère Guy Consolmagno, qui publie régulièrement des écrits sur la recherche d'intelligence extraterrestre. Il y a une grande question. Pourrais-je baptiser un extraterrestre? Seulement s'il me le demandait. La résidence estivale du pape abrite 2 observatoires, mais aussi un laboratoire d'analyse des fragments de roches tombés de l'espace. Guy Consolmagno examine au microscope des morceaux de météorites à la recherche de traces de vie extraterrestres. L'astronomie est la seule science profane à laquelle s'intéresse sérieusement le Vatican. Comprendre le fonctionnement de l'univers nous permet de mieux cerner la personnalité du Créateur. Nous commençons à saisir comment il opère. Les planètes ont pu être créées de différentes façons. En étudiant comment elles ont vu le jour effectivement, on découvre peu à peu comment le Créateur prend ses décisions. Parmi ces décisions, le Tout-Puissant laisse tomber de temps à autre des fragments de roches sur Terre. C'est pourquoi Guy Consolmagno est également à la tête de l'une des plus grandes collections de météorites du monde. Quand nous parlons de vie extraterrestre, nous pensons généralement à une vie intelligente qui nous ressemble.
Aujourd'hui, il est permis d'évoquer une vie intelligente ailleurs. Il y a 10 ans, c'était impossible. Des affirmations sans précédent, à la télévision américaine. Dans les années 1960, l'Amérique se prend de passion pour la recherche d'extraterrestres. Les scientifiques sont persuadés qu'une découverte est imminente et le gouvernement accorde de généreuses subventions. En 1963, le radiotélescope d'Arecibo voit le jour à Porto Rico. Avec un diamètre de 300 mètres, il est construit à l'intérieur d'un cratère naturel. Grâce à cet instrument exceptionnel, la recherche de signes de vie venus d'ailleurs semble prête à prendre son envol. Jour après jour, la communauté SETI attend un signal des étoiles. Mais les capteurs ultra-sensibles d'Arecibo n'enregistrent que le bruit de l'espace. Après plusieurs années d'efforts sans résultat, l'heure est à la désillusion. Les investisseurs commencent à douter de l'intérêt de ces recherches. Pour l'instant, l'univers ne nous renvoie qu'un seul message. Vous êtes seul, il n'y a personne d'autre. N'oubliez pas que la Voie lactée compte plusieurs centaines de milliards de systèmes stellaires. Imaginons que chacune de ces étoiles soit un grain de sable. Ça ferait un camion entier rempli de sable. Et pour l'instant, ce que nous avons exploré n'en représente qu'une petite poignée. La recherche d'autres civilisations dans la galaxie ne fait que commencer. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on n'ait encore rien trouvé. À ce rythme, il faudrait des milliers d'années pour passer au crible suffisamment de grains de sable pour trouver enfin quelque chose. Fort heureusement, la recherche s'accélère. Ça ne prendra pas aussi longtemps. Bienvenue dans Sommes-nous seuls avec Seth Shostak. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allen Telescope Array qui va nettement accélérer la recherche de signaux extraterrestres. Je n'ai aucune envie qu'on découvre des extraterrestres dans 500 ans. J'espère qu'on en trouvera dans les 20 ans à venir, c'est-à-dire de mon vivant. Sommes-nous seuls revient dans un instant. La Silicon Valley est l'une des régions les plus opulentes des États-Unis. Située au sud de San Francisco, elle accueille de nombreuses entreprises spécialisées dans l'informatique. Seth Shostak et ses collègues du programme SETI ont élu domicile ici, car dans la Silicon Valley, on a un penchant pour les idées originales. Et c'est important pour réunir les fonds nécessaires au financement des projets tels que la recherche d'intelligence extraterrestre. C'est à peine croyable, mais il y a 30 ans, il n'y avait que des champs et des vergers ici. Ils ont disparu. Quand il n'est pas dans les studios de radio, Seth Shostak est astronome à l'Institut SETI de Mountain View, un établissement de recherche indépendant. L'Institut SETI emploie une centaine de scientifiques qui étudient le développement de la vie dans l'espace. Tous leurs efforts se portent aujourd'hui vers la conception de l'Allen Telescope Array, au nord de la Californie. Pour Seth Shostak et ses collègues, le financement du projet est toujours la pierre d'achoppement. Pendant 15 ans, SETI a été un programme de la NASA. La quasi-totalité des recherches était sponsorisée par la NASA. Ça ne lui coûtait pas très cher. Ça représentait 1/1000 de son budget. Mais tout s'est arrêté en 1993. La décennie 90 est celle du désenchantement. Le Congrès américain supprime tous les financements de la NASA dédiés au programme SETI, considérant que celui-ci est vain et que c'est un gaspillage de l'argent des contribuables. Et il est facile de tourner en dérision la recherche de petits hommes verts. Comme le constate William Proxmire, on n'a pas découvert le moindre martien en 30 ans. Le sénateur mène une campagne de dénigrement contre ces projets de recherche qu'il juge superflus. Il décerne à SETI le Golden Fleece Award, littéralement le prix de la toison d'or décerné au plus gros gaspillage de fonds publics de l'année. Les chercheurs tentent alors de redorer leur image, mais le mal est fait. La NASA supprime son département SETI.
L'astronome Gill Tarter était à l'époque à la tête du projet. Du jour au lendemain, pour elle et son équipe, tout s'arrête. Quand le Congrès a supprimé le financement de la NASA, ça a été très dur. Nous avons tous été très secoués. Comme beaucoup de mes collègues, j'étais démoralisée. Voici la partie essentielle du radiotélescope. Je trouve qu'elle a l'air de sortir tout droit d'une planche de Flash Gordon. Les rayons de la mort. Gill Tarter est la grande figure de la recherche SETI. En 2004, le magazine Time l'inclut dans sa liste des 100 personnes les plus influentes dans le monde. Le film Contact raconte son parcours. Elle y est interprétée par Jodie Foster. Et en 1993, son avenir professionnel semble très nettement compromis. Elle comprend alors qu'elle doit retrousser ses manches et créer sa propre structure. Mais pour cela, il lui faut de l'argent. Nous nous sommes assis autour d'une table et nous avons commencé à étudier des livres expliquant comment collecter des fonds. Dans tous ces ouvrages, il n'y avait qu'un chapitre qui nous intéressait, comment demander beaucoup d'argent. Nous avions besoin de grosses sommes très rapidement. Nous avons donc ciblé les donateurs susceptibles de faire une contribution importante. Aujourd'hui, au milieu du champ de lave de la Sierra Nevada, trônent les antennes de l'Allen Telescope Array. Elles ont été financées par le cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Le milliardaire a déboursé quelques 25 millions de dollars pour que le site porte son nom. Vous pouvez lire un nom sur un côté du télescope, Elliott Gillum, et de l'autre, Dane Glasgow. Ce sont deux jeunes ingénieurs de Microsoft qui sont emballés par notre projet. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils avaient et ont obtenu une aide de Microsoft correspondant au montant de leur contribution philanthropique. Maintenant, ils sont propriétaires de ce télescope. Ils adorent le regarder par webcam interposée et nous donnent un coup de main avec certains logiciels. N'importe qui peut acheter un de ces télescopes? Vous pouvez vous offrir un télescope qui portera votre nom. Il vous en coûtera 100 000 $. Ça semble beaucoup, mais c'est finalement très peu pour un radiotélescope. Ken Cullers sillonne l'Afrique du Sud afin d'inspecter l'emplacement envisagé pour le télescope SKA. J'ai l'impression que c'est un endroit bien calme. Les téléphones portables ne captent pas ici, n'est-ce pas? Non, il faut parcourir 16 km pour avoir du réseau. Il n'y a que le téléphone traditionnel et il ne fonctionne pas très bien non plus. En cas de problème dans la région, on communique par radio. Quel genre de radio? De la CB ou de la radio amateur? De la radio amateur. Willie Lowe est l'un des rares agriculteurs à vivre dans cette région déserte. Sans le savoir, il vient d'annoncer une mauvaise nouvelle à Ken Cullers. Ces radios amateurs risquent de provoquer des interférences avec le futur radiotélescope. Au loin, il y a une chaîne de montagnes. Mais la vue est dégagée jusqu'à l'horizon. Il n'y a rien ni personne par ici. Ces montagnes nous protègent des ondes radio. On veut scruter l'espace sans être dérangé par des signaux émis sur notre planète. Le grand avantage de ce site, c'est sa sécheresse. Ici, les précipitations sont extrêmement rares. Nous recherchons des lieux où il ne tombe que quelques millimètres de pluie par an. Ça doit rester dans cet ordre de grandeur. C'est la première fois que je me rends sur un site
où les précipitations sont aussi parfaites pour la radioastronomie. Pour les astronomes, la sélection d'un site pour construire le radiotélescope est l'une des décisions les plus délicates à prendre. Mais une autre question leur donne du fil à retordre. Quelle étoile faut-il privilégier parmi les milliards qui constellent le ciel? Chaque radiotélescope ne peut écouter qu'une étoile à la fois. Le choix de ces astres est donc déterminant pour le succès futur du projet SETI. C'est un véritable casse-tête qui vaut quelques nuits blanches à l'astronome Lawrence Doyle. Il met à profit ses longues heures nocturnes pour avancer dans ses recherches. Son objectif, trouver des planètes situées en dehors de notre système solaire, des exoplanètes, des lieux de vie hypothétiques de nos voisins de l'espace. Des astres si lointains que même les observatoires les plus performants ne permettent pas de les observer. Pendant des années, la communauté scientifique ignorait tout de ces exoplanètes. Les astronomes ne pouvaient que supposer leur existence, et personne n'en avait jamais vu. Ce n'est qu'en 1995 que la première exoplanète a été découverte, une énorme boule de gaz de la taille de Jupiter. Mais ce que cherche Lawrence Doyle, ce sont au contraire des petites planètes qui ressemblent à la nôtre. Et celles-là sont difficiles à trouver. La détection des exoplanètes est importante pour SETI, car elle permet de définir des cibles précises pour l'écoute des signaux radio. Selon nos connaissances, la vie naît et se développe sur les planètes. Si nous réussissons à trouver des planètes de la bonne taille, situées à une distance adéquate de leur étoile, nous saurons où guetter des signaux radio extraterrestres. La découverte de ces planètes est une tâche ardue. Les étoiles sont des astres gigantesques qui éclairent avec l'énergie de plusieurs millions de bombes atomiques. Les planètes, au contraire, sont très petites et ne dégagent aucune lumière. Pour repérer ces corps célestes sombres, les astronomes ont une méthode bien à eux. Là, je mesure la luminosité des étoiles qui apparaissent. On peut photographier environ 50 000 étoiles à la fois. Ensuite, on enregistre la variation de leur luminosité d'une image à l'autre, ce qui permet de tracer une courbe de cette évolution dans le temps. Ici, la luminosité a changé. Cela peut vouloir dire qu'une planète est passée devant le disque stellaire. En passant devant l'étoile, elle projette son ombre sur la Terre. Cette méthode dite du transit est l'un des modes de détection privilégiés des exoplanètes. Ces dernières restent invisibles, mais les variations de luminosité de l'étoile autour de laquelle elles tournent trahissent leur présence. Grâce à ces données, les chercheurs peuvent déduire la taille de ces planètes et la composition chimique de leur atmosphère. À ce jour, environ 200 planètes, de grande taille pour la plupart, ont été ainsi découvertes. Mais, on l'a dit, priorité est donnée aux astres de taille plus petite. Si possible dotés d'une atmosphère composée d'oxygène qui favoriserait le développement de la vie. En 2007, des chercheurs européens ont découvert la première planète qui ressemble à la Terre, Gliese 581c. Un coup de tonnerre dans le milieu de l'astronomie et un nouvel espoir pour SETI. Désormais, les spécialistes savent qu'il existe des planètes semblables à la nôtre. Au vu de la distance qui sépare Gliese 581c de son étoile, elle devrait bénéficier de températures modérées. Mais il reste à découvrir si elle abrite une forme de vie.
Je suis le directeur de la Ligue SETI, la plus grande organisation à but non lucratif qui rassemble les passionnés de SETI dans le monde. Si, comme on le pense, notre univers grouille de vie, certaines civilisations ont dû développer des communications radio. Sur Terre, nous nous trouvons dans une phase de radiocommunication. Pour la première fois dans l'histoire, nos technologies permettent de détecter les signaux artificiels émis depuis d'autres étoiles. À une époque, la NASA a financé, modestement, un éphémère programme SETI. Elle avait prévu de mener ses recherches pendant 10 ans. Mais le Congrès a mis fin au projet en coupant les vivres au bout d'1 an. Ce qui prouve en tout cas qu'il n'y a pas de vie intelligente à Washington. Paul Schack cultive une certaine méfiance envers les institutions gouvernementales. Sa devise, faire les choses par lui-même. Dans les années 1960, il met au point le premier récepteur satellite commercial. Grâce aux revenus issus de son brevet, il réalise alors son rêve. Construire dans son jardin une station de recherche de vie extraterrestre. Very Small Array, c'est le surnom affectueux de cette installation qu'il a lui-même bricolée. Elle est à l'abri des regards depuis que Paul a planté une rangée d'arbres tout autour, suite aux plaintes de ses voisins. 3 mois par an, le radiotélescope est recouvert de neige et est donc inutilisable. Là, la neige a fondu et je peux faire mon grand ménage de printemps. Les frelons aiment bien faire leur nid à l'intérieur. Il vaut mieux les déloger pendant qu'ils hibernent encore pour éviter de se faire piquer. En voilà un beau. Paul Schack veut prouver à ses confrères de la Silicon Valley que SETI peut aussi progresser avec de simples astuces ingénieuses, sans le financement de géants de l'informatique. Les signaux aboutissent dans une boîte de café très courante. On s'est rendu compte que le pot d'1,3 kg était de la bonne taille pour recueillir la longueur d'onde qui nous intéresse. Chacun choisit son type de café. Moi, j'ai opté pour le mélange pour café frappé, qui décrit bien l'aventure de SETI, complètement frappé. Un confrère en Allemagne alerte Paul. Il aurait détecté un signal particulier et a besoin de son aide. Donne-moi une fréquence, Peter. À Heidelberg, Peter Wright veut savoir si Paul capte lui aussi ce signal sur son installation. Attends, je reçois quelque chose. Ça monte dans le rouge. Ça y est? Le voilà. C'est un signal fort. Les membres de la Ligue SETI exploitent leur réseau mondial pour se prémunir contre les fausses alertes. Un télescope seul peut facilement capter une interférence terrestre. Mais si le signal est également détecté de l'autre côté du globe, il y a beaucoup plus de chances qu'il s'agisse vraiment d'un message venu de l'espace. Il fait un pic maintenant. Il est vraiment très fort. Trop fort d'ailleurs. C'est une interférence satellitaire. Ni terrestre, ni extraterrestre. Eh bien, j'y ai cru pendant 30 millisecondes. Au début, ça ressemblait drôlement à un signal extraterrestre, mais ça venait d'un satellite. Les interférences satellitaires sont très fréquentes, mais tous les 2 mois environ, on capte un signal qui semble très prometteur. Comme vous l'avez constaté, Peter et moi opérons alors une vérification à 2 endroits différents. C'est ce qui fait la force de la Ligue SETI. Nous avons des membres qui collaborent aux 4 coins de la planète. On peut ainsi évaluer les signaux captés par les uns et les autres et voir tout de suite s'ils sont intéressants ou non. Depuis son jardin à Heidelberg, Peter Wright, professeur en radiotechnologie, démontre lui aussi que cette aventure peut être menée avec des moyens financiers limités. Originaire d'Écosse, il s'efforce de motiver le plus grand nombre possible de chercheurs amateurs. Ce genre d'équipement a l'air hors de prix à première vue.
En réalité, il n'est pas très onéreux. Parfois, avec 25 €, on peut acheter un appareil qui en valait plusieurs milliers lors de sa fabrication. Ça ne coûte rien au marché aux puces. Peter Wright est toujours ravi d'aider les nouveaux passionnés qui rejoignent la Ligue SETI et leur donne des conseils pratiques pour construire leur propre station d'écoute. Quel récepteur choisir? Comment se procurer les logiciels pour l'analyse des données? Pour se lancer dans l'aventure SETI, le profane n'a besoin que de quelques connaissances techniques et de beaucoup de patience. C'est dans cette optique que la Ligue SETI a conçu le projet Argus, sorte de plan Marshall pour une science qui doit se débrouiller sans les financements des États. On installe une antenne parabolique dans son jardin avec 3 briques, de façon à ce qu'elle soit tournée vers le haut. Ça ressemble à une gigantesque baignoire pour oiseaux. On y ajoute un petit dispositif d'alimentation au centre, qui est relativement facile à réaliser soi-même. Ensuite, il existe des récepteurs commerciaux et des logiciels qu'on peut installer. En tout, il faut compter 2 ou 3 000 €. En principe, n'importe qui peut donc participer au projet Argus. C'est là notre philosophie. Proposer des activités très simples auxquelles tout un chacun peut contribuer. Tous les ans, la Ligue SETI organise son sommet à Heidelberg. Peter Wright présente l'évolution de sa station d'écoute et d'autres membres apportent leur antenne personnelle. On y dévoile les petites découvertes et les grandes idées. La conférence va commencer. Merci de vous rendre dans l'amphi. I'm a part of the search that's known as SETI. I'm a believer. Comme tous les ans, le point d'orgue de la journée est le concert du Dr SETI, le nom de scène qu'a choisi Paul Schuck. Ces chansons sur la recherche d'intelligence extraterrestre ont pour but de motiver les participants. Depuis quelques années, le nombre de membres stagne, faute de découvertes marquantes. Exception faite de nombreuses fausses alertes, les antennes construites par ces passionnés n'ont pas donné les résultats espérés. Alors, Dr SETI ne ménage pas ses efforts pour encourager ses troupes à persévérer. Be a part of the search that's known as SETI. Be a believer, get a good receiver. There are coherent signals beaming at us. And when we find one, we'll all say, wow, it's gonna happen any decade now. Après un demi-siècle de recherche, nous sommes toujours seuls dans l'univers. On se demande parfois si notre quête n'est pas vaine. De nombreux scientifiques sont aujourd'hui persuadés que nous ne sommes pas un miracle cosmique. Il suffit de faire un petit calcul pour s'en convaincre. Moi, je suis convaincu. Je ne veux influencer personne, mais je n'aurais pas passé 25 ans de ma vie à guetter ces signaux si je ne croyais pas qu'il existe une vie extraterrestre. Souvent ici, des visiteurs viennent me voir discrètement et me demandent d'un air entendu « Vous avez observé quelque chose d'intéressant récemment ? Quelque chose que le grand public ne sait pas encore ?» Je suis obligé de répondre « Non, pas encore. » Je crois que toute personne qui participe à la recherche d'intelligence extraterrestre a un vœu secret, celui d'être encore en vie lorsque l'expérience portera ses fruits. Ce serait vraiment dommage de partir à la retraite et de mourir sans voir ça. Mais ce n'est pas exclu. La découverte que nous espérons faire représentera un tournant pour notre civilisation tout entière. Pas seulement pour la science, mais aussi pour notre culture, notre technologie, notre philosophie et notre façon d'envisager l'avenir. Tout changera après un tel événement.
Et puis, on ne vit qu'une fois. C'est important de consacrer sa vie à quelque chose qui vous tient à cœur. Pour mes confrères et pour moi-même, la découverte d'une autre civilisation serait l'aboutissement de tous nos efforts. Selon certains, un extraterrestre intelligent vu de loin, dans le crépuscule, pourrait passer pour un être humain. Je n'en sais rien. La nature est pleine de ressources. Ma définition de l'intelligence, c'est la capacité à construire et à utiliser une sorte d'émetteur qui pourra être détecté à une distance interstellaire. Après, peu m'importe que ces êtres soient de petits hommes verts ou de grandes femmes bleues. Pendant ce temps, l'Allen Telescope Array ne cesse de s'enrichir de nouvelles antennes. Avec la multiplication dans le monde entier des stations d'écoute interstellaires, la détection de signaux extraterrestres devient chaque jour plus importante. Mais quelles conséquences aurait une telle découverte pour notre vie? Serait-il dangereux d'entrer en contact avec des extraterrestres? Our universe is filled with mystery. What will we discover when we explore new ideas in science? Have you ever explored the space inside of yourself?